Merci d'être venus aussi nombreux, c'est impressionnant. C'est-à-dire que le sujet plaît à beaucoup de monde, c'est bien. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Damien Rebourg, je suis en charge en fait du développement commercial de Aerowave pour la France dans une société qui s'appelle Niel. On est une société de distribution. On travaille des gens comme Arcatem en mode indirect, c'est-à-dire qu'Arcatem est notre partenaire sur l'intégration et la revente des solutions que nous on propose sur le marché. Donc la société Niel, on est importateur et distributeur de solutions d'infrastructure depuis 30 ans. Et on va chercher que des solutions qui sont innovantes sur le marché. Donc complètement, on ne va pas faire de Cisco, on ne va pas faire d'HP, on ne va pas faire de Fortinet, on ne va pas faire ça. Par contre, on va faire d'autres solutions comme Aerowave. On va faire notamment du Citrix, pour ceux qui connaissent. Ça fait 25 ans qu'on distribue Citrix en France. On est le premier distributeur de Citrix et le meilleur centre de formation européen sur Citrix. Sur la partie réseau, on distribue, enfin réseau, sécurité, parce qu'aujourd'hui c'est assez lié, on distribue des acteurs effectivement comme Aerowave, que je vous présente aujourd'hui, on distribue aussi des acteurs comme Palo Alto Networks, sur la partie Next-Gen Firewall. Donc là c'est le Firewall niveau 7, je pense que vous aurez l'occasion de travailler dessus dans les années à venir. Et ensuite, on va travailler aujourd'hui avec d'autres solutions d'hyperconvergence, de la virtualisation de stockage, etc. Donc même de la virtualisation de réseau, donc des thèmes que vous allez aborder par la suite quand vous serez arrivé dans l'entreprise dans les années qui arrivent. J'espère pour vous le plus vite possible maintenant. Donc, pour revenir sur Aerowave, je vais juste reprendre quelques paramètres du Wi-Fi. Je pense que tout le monde, ça parle à tout le monde, le Wi-Fi. Mais derrière, il y a une évolution depuis une quinzaine d'années du Wi-Fi. Tout le monde connaît parce que tout le monde en a à la maison. Comme vous êtes, je crois, en alternance pour la plupart, vous devez en rencontrer en entreprise. Là, on est vraiment sur une nouvelle approche. Tout ce que vous connaissez du Wi-Fi, vous allez l'oublier. Et on va reprendre à zéro. Alors ça peut faire sourire, mais effectivement, on est dans la 3e génération avec Aerowave, et des acteurs comme Meraki, que vous allez voir après, ont une approche qui est à peu près la même que la nôtre. Je dis bien à peu près, vous allez comprendre la différence dans les présentations. Alors, pour rapidement revenir sur l'historique du Wi-Fi, on va commencer en 99, on va dire fin des années 90, avec des premières bornes lourdes. C'est grosso modo votre box à la maison. Elle ne communique pas avec celle du voisin. Ça, c'est les premiers usages. Est-ce que vous les connaissez? Des gens comme FedEx ou UPS pour envoyer tout ce qui est colis, etc. Donc pour le flashage sur des lignes de production et des lignes d'expédition. Aujourd'hui, on est bien entendu dans un monde d'entreprise, donc ce modèle-là a vite atteint ses limites. Donc il y a une ère qui est arrivée entre-temps qui s'appelle l'ère à base de contrôleurs. Donc on mettait grosso modo, pour faire simple, un gros switch en centrale qui fédérait l'ensemble des bornes et toute l'intelligence était dans le contrôleur. De la même façon, aujourd'hui, on arrive à la limite de ça. Tout simplement parce qu'on arrive sur des débits qui sont de plus en plus importants, on arrive sur une multiplication du nombre de points d'accès dans l'entreprise de plus en plus important, et également un nombre de ressources. Aujourd'hui, on a des entreprises qui ne fonctionnent que en Wi-Fi. Donc le problème, c'est que ça, quand on commence à faire fonctionner ça sur des liens en 10 gigas, rapidement, on arrive à saturation. Donc, et puis derrière, aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus aussi multisites. Donc de la même façon, où je mets mes fameux contrôleurs, est-ce que je les mets sur un monosite, sur un multisite, etc. La problématique, c'est pour ça que des gens comme Aerowave ou Meraki ont vu le jour, parce qu'ils ont une approche complètement différente. Et donc, Aerowave est arrivé en 2007 avec une nouvelle ère, et pour la petite histoire, l'inventeur de cette boîte a créé Aerowave. Donc en fait, l'inventeur du contrôleur a tout simplement changé sa philosophie et sa vision du monde du Wi-Fi en disant le contrôleur, tout simplement, je vais en faire des petits morceaux, puis je vais les mettre dans chacune des bornes. Donc globalement, chez nous, on parle d'une solution sans contrôleur. On n'a plus de contrôleur centralisé. Par contre, bien entendu, on a conservé une administration centralisée, sinon ça ne servait à rien. On serait revenu 15 ans en arrière. Mais par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la possibilité d'administrer le multisite ou monosite d'un point central. Ce point central, il peut être dans un cloud, privé ou public. Quand je dis privé, c'est celui de l'entreprise. Ça peut être aussi un cloud public chez un opérateur Wi-Fi. On travaille aujourd'hui avec des opérateurs qui font du WAS, du Wi-Fi as a Service. Je pense que dans le monde du cloud, le SaaS, IaaS, PaaS et j'en passe, c'était pas volontaire. Vous allez en entendre de plus en plus parler parce qu'on rentre dans une ère où il y a de plus en plus de data centers qui se construisent. Donc le cloud aujourd'hui, c'est vraiment une mouvance dans l'entreprise. Et bien entendu, le cloud public, celui de Aerowave, qui vous permet d'héberger directement dans leur data center. Tout ça, ça a été rendu possible par une loi que vous devez connaître, la loi de Moore. C'est la miniaturisation des processeurs et tout ce qui est composant en augmentant leur capacité. Ensuite, on a fait évoluer les normes. Est-ce que vous savez la vitesse, le débit sur les normes en 802.11b? 11 mégabits. En radio, j'entends, je ne parle pas sur la partie filaire.
En 802.11g, qui a été la norme qui a suivi. Merci. En 802.11n. Alors, ça c'est reste théorique. En fait, c'est pourquoi 300, parce qu'on fait de l'agrégation, contrairement à là où on était en ciseaux. Donc single in, single out, il y avait même si on avait plusieurs antennes sur un point d'accès, il n'y en avait qu'une qui émettait ou qui recevait à son tour. Par exemple, celles qui sont au plafond, là, enfin au mur, elles ont 2 antennes dessus, mais c'est du ciseau. Il n'y en a qu'une qui émet et qu'une qui reçoit. On est arrivé dans une ère où aujourd'hui on est en MIMO. C'est pour ça qu'on arrive à avoir du multiple in, multiple out. Donc vous avez des antennes radio qui sont avec 2, 3, 4 antennes émettrices et réceptrices à la fois. On est rentré aussi avec le N dans une nouvelle ère. On a changé, on était avant que en 2 GHz, ce que vous connaissez typiquement chez vous dans la maison. Aujourd'hui, on est passé sur du 5 GHz. Est-ce que vous connaissez la problématique du 5 GHz par rapport à au 2 GHz? Alors ça va vous faire rappel rapidement à vos cours de physique. Forcément, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est courte, donc potentiellement je porte moins loin. Et je suis moins permissif aux obstacles. Ce qui veut dire que dès qu'il y a un mur, j'atténue fortement mon signal. Et aujourd'hui, on rentre dans une ère où on est en 802.11 AC. Le 802.11 AC, pour vous donner un minima, c'est 1,3 gigabits en radio. Ce qui veut dire que c'est plus rapide que le filaire. Bien entendu, il faut pas oublier que le Wi-Fi c'est du half duplex, donc globalement en pratique on sera plutôt entre 5 et 600 mégas, néanmoins c'est quand même 5 fois plus rapide que le N. Et là pour le coup le AC ne fonctionne que dans la bande des 5 GHz. Il y a d'autres problématiques liées aux 2 GHz, je pense que vous les connaissez, c'est le nombre de canaux disponibles. Est-ce que vous le savez? Il y a 13 canaux disponibles, par contre sur mes 13 canaux je ne pourrai en utiliser que 4 simultanément. C'est-à-dire que là globalement si j'en mets une 4e dans la salle, elle va venir perturber une des 3 qui est au mur. Et dans la bande des 5 Go, j'ai combien de canaux disponibles? Non, il y en a 19. 19 sans recouvrance de canaux. Par contre ce que tu confonds c'est que ça commence à 44, 44, 48, etc. Il faut revoir les cours les gars. Ils n'ont pas eu encore de cours de Wi-Fi. Ah, vous n'avez pas eu de cours de Wi-Fi, bon bah c'est normal alors. Alors, juste pour revenir sur la création de la société Aerohive, et chez Miel, en fait, on distribue Aerohive depuis 4 ans et demi maintenant, à peu près. Ils sont arrivés en France à l'aube des années 2010. Nous, on a commencé dans l'année 2010, donc globalement, on est à 4 ans à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 2000 clients en France. Alors, bien entendu, ils ne sont pas tous avec Miel, hein, sinon on serait riche. Mais on a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui travaillent sur le monde du Wi-Fi, notamment beaucoup qui travaillent notamment dans du WAS, dans du Wi-Fi as a service, et d'autres qui font des pures intégrations chez les clients. Donc on est vraiment dans un modèle qui nous permet de nous déployer partout. On a des grands clients, je vous montrerai quelques références, il y a des grandes écoles qui sont équipées, notamment en informatique. Donc même si vous êtes le numéro 1 en alternance, il y a une grande école qui est Epita Evitech qui a déployé plus de 800 bornes. Donc, pour revenir sur Aerohive, créé en 2005, première borne vendue en 2007, aujourd'hui on a des clients comme le groupe Accor en France, qui ont déployé ça dans les Novotel et dans les Pullman. On parle d'une infrastructure à base de 8-9 000 points d'accès. Vous voyez, on a une limitation chez nous qui est au-delà de 15 000, donc vous pouvez y aller, hein, si vous voulez en vendre dans toutes vos entreprises, il n'y a pas de limitation, n'hésitez pas. Et aujourd'hui on a même des clients, alors là on est sur des campus américains, bien entendu, à plus de 50 000 points d'accès. Ça laisse rêver. Donc, que fait Aerohive? Parce qu'au-delà de faire du Wi-Fi, on fait bien entendu d'autres choses. Alors, chez nous, on a une gamme de Wi-Fi d'entreprise. On ne va pas adresser le marché de la PME, ni du particulier, contrairement à d'autres acteurs qui vont adresser plutôt des petits clients. Nous, on va adresser tout ce qui est monde de l'entreprise. Globalement, à plus de 150 ou 200 utilisateurs. En dessous, c'est intéressant, certes, mais on va vendre que 2 ou 3 bornes. Ça n'aura pas forcément vocation non plus à développer la marque. Le but, c'est de développer la marque dans des grandes entreprises. Le but, c'est demain, si on peut équiper l'ensemble des sites Total en France, je pense que Nicolas, à côté de moi, sera ravi. Mais bien entendu, il y en a bien d'autres, des entreprises en France. Sachez que le marché du Wi-Fi aujourd'hui est en pleine croissance, et celui du filaire stagne. Donc globalement, on va dépasser bientôt, avec le Wi-Fi, le nombre de ports de connexion filaire. Donc c'est ce qui va se passer demain dans les entreprises. Donc, chez nous, on parle d'un acteur sans contrôleur.
ce que vous connaissez, et notamment Meraki, vous aurez la présentation après, ça reste néanmoins qu'une solution à base de contrôleur. Le contrôleur il est dans le cloud. Chez nous, on a un outil de management qui s'appelle le Hive Manager, qui permet de manager la ruche, ou les ruches. En fait, le Hive en anglais, pour ceux qui sont anglophones, ça veut dire la ruche. Donc le but du management avec Hive Manager, c'est de pouvoir manager l'ensemble des bornes ou des ruches que vous avez. Ce qui veut dire que, comme c'est une plateforme cloud, c'est une plateforme qui est utile, mais qui n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'infrastructure. C'est une console de management et non une console de contrôle, comme un contrôleur. Cette console va vous permettre de faire la configuration des bornes, va vous permettre de faire le management, donc le monitoring, le reporting, la supervision au quotidien de l'ensemble de l'infrastructure. Mais si celui-ci disparaît, ou si vous perdez le lien vers celui-ci, les bornes continueront de délivrer leur service Wi-Fi. C'est ce qu'on demande aujourd'hui à une infrastructure d'entreprise, c'est qu'elle soit hautement disponible, à 100% du temps. Donc, quelques références clients, on est présent dans tous les secteurs à peu près d'activité aujourd'hui, avec des grands noms, des gens qui sont dans la santé. Vous avez l'hôpital Institut Montsouris dans le 14e qui est équipé de 350 bornes monocytes. Vous avez, pour ceux qui voient, parce que je ne sais pas si vous voyez bien avec l'ampli, le groupe Medica, c'est une centaine de cliniques, avec 450 bornes réparties dans ces cliniques. On va aujourd'hui aussi avoir des gens comme Ebita Epitech, ECE, ESIEA. Donc, Ebita Epitech et ESIEA, c'est le même métier que vous, hein, c'est l'informatique. Derrière ça, j'espère que demain, ESIG sera aussi client. Pardon. ESG, excusez-moi. Mais à coup de ça. Il y a bien une autre école qui s'appelle comme ça aussi. Hein. Après, on est présent dans le retail. Demain, si vous allez chez Decathlon ou Kiabi, vous aurez la possibilité de vous connecter en Wi-Fi grâce à nous. Et on aura aussi la capacité à vous pister. En fait, on a un module qui vous permet en fait de faire du Retail Analytics qui est inclus dans l'offre. Le Retail Analytics, c'est tout simplement la capacité à capter vos signaux Wi-Fi de vos portables, vos terminaux mobiles, et donc à partir de là, de faire de l'analyse. On est capable de savoir combien de temps vous êtes resté chez Decathlon, notamment devant les baskets de foot, par exemple, ou devant les ballons. Donc on est vraiment très très précis. Des actions chez Google. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché aujourd'hui est en pleine expansion. L'ensemble des clients du retail ou de la grande distribution vont mettre ça en place. Tout simplement, aujourd'hui, vous êtes déjà comptabilisé quand vous rentrez dans un magasin, sachez-le. Vous avez des portiques de comptage à l'entrée. Donc on sait dans chaque magasin, on sait combien de personnes sont rentrées et sont sorties dans la journée. Bien entendu, aujourd'hui, des outils comme les nôtres vont permettre de mettre en place du Wi-Fi dans ces fameux magasins, mais aussi, de la même façon, de pouvoir tracer le consommateur. On sera capable demain, dans des centres commerciaux, quand vous rentrez, si vous vous connectez, on sera capable de vous pousser directement sur vos terminaux les promotions en cours dans vos centres d'intérêt. Si on se connecte. Là, c'est si vous vous connectez. Voilà, si on ne se connecte pas, voilà. Mais par contre, si tu n'es pas connecté, on pourra quand même voir que tu es rentré. Et combien de temps tu as passé dans le centre commercial. Il faut bien entendu que la puce Wi-Fi de ton smartphone soit active. Si elle n'est pas active, on ne vous verra pas, effectivement. Ensuite, on est présent dans des grandes entreprises. Je pense que JC Deco, ça parle à tout le monde. C'est tous les abribus, entre autres. Malakoff Médéric, alors ça, c'est des assurances. Et on est présent aussi dans des gens comme la Socotec, c'est le centre de certification, des gens comme Page Jaune aussi également. Donc là, on est sur des déploiements à plus de 200 ou 300 bornes à chaque fois. Hein. Bien entendu, on ne parle pas de déploiement à 2 ou 3 bornes. Bien entendu, on a des clients à 2 ou 3 bornes. Il ne faut pas minimiser les petits clients, c'est grâce à eux qu'on vit. Mais bien entendu, les gros clients sont des clients intéressants parce que la complexité de l'infrastructure a monté et c'est là où on va prendre toute notre pertinence. On est très présent dans l'éducation aussi et dans le secteur public. Si vous allez vous balader à Bordeaux, vous pourrez vous connecter aussi sur les quais grâce à nous. De la même façon, dans les conseils généraux, on est présent dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires. On a couvert la ville d'Elancourt dans les écoles primaires. Les élèves peuvent se connecter grâce à nous. Dans les CG 60, tous les collèges du CG 60 peuvent se connecter. Donc, on va bien entendu parler de deux architectures qui sont différentes. Une architecture, je vais aller vite parce qu'il me reste plus que 10 minutes. Non, vous pouvez y aller ? Bon. Parce que je peux rester 2 heures, hein, c'est pour ça. Donc il y a deux architectures qui existent aujourd'hui sur le monde du Wi-Fi. La base contrôleur, c'est la génération 2 du Wi-Fi, et la base Aerohive, qui est la génération 3. Meraki se situe entre les deux, on va dire 2,5. C'est la présentation d'après, c'est pour ça que j'en profite. J'aime bien passer après eux, parce que généralement, ils ont tendance à dire des choses qui sont pas vraies, donc mais bon. Là, je passe avant, dommage. Hein. Donc, chez nous, en fait, on n'a pas de contrôleur. Donc, le fait qu'on n'a pas besoin de se gratter la tête dans les systèmes d'architecture à dire où je mets mes contrôleurs. On va déployer des bornes Wi-Fi. Aujourd'hui, comme on déploierait des switches
Dans une entreprise, j'ai besoin de 24 ports supplémentaires sur un étage, je rajoute un switch, je ne change pas mon cœur de réseau pour autant. Là, on est vraiment dans cette approche-là. Le Hive Manager, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut supporter jusqu'à 15 000 points d'accès. Si jamais on dépasse ces 15 000 points d'accès, bien entendu, vous inquiétez pas, on est capable de le faire. Un contrôleur, aujourd'hui, il est limité en nombre de bornes. Si vous dépassez ne serait-ce que d'une borne, le nombre maximum de bornes connectées sur ce fameux contrôleur, il faut le changer ou l'updater, ou l'upgrader, ce qui veut dire des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Or, en ce moment, on est plutôt dans un contexte morose en France, même si ce n'est pas vraiment le cas, où les entreprises ont tendance à fermer les vannes. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de finances, les finances maintenant, c'est les financiers qui tiennent les cordons de la bourse, c'est plus les équipes IT. Donc, ce qui veut dire qu'avant, on pouvait se faire plaisir, maintenant, ils se font un peu moins plaisir. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que ces fameux contrôleurs, pour que l'architecture Wi-Fi chez le client soit hautement disponible, il faut les doubler. Parce que forcément, si je le perds, je perds ce qu'il y a en dessous. Donc, si je le file tout seul et qu'il tombe, bah, toute mon infrastructure Wi-Fi tombe. Là, on est dans une approche où, effectivement, chez nous, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas d'élément central fort, adhérence forte, qui nous limite, en fait, tout simplement la fonctionnalité du Wi-Fi. Un deuxième point aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de licensing. Je pense que beaucoup aiment les voitures, hein, comme moi. Quand vous allez chez Audi ou chez BMW, vous avez des options à foison, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on vous fournisse tout ça. Vous choisissez juste la couleur de la voiture et c'est tout ce que. Et après, vous avez toutes les options dedans. Globalement, le GPS, vous ne l'utilisez pas tous les jours pour faire le trajet à l'école chez vous, hein, ou même vous l'utilisez uniquement pour partir en vacances. Et là, c'est vraiment la même approche. On dit, on vous fournit tout, après, vous n'utilisez pas, mais c'est dans l'offre. Donc en termes de prix, aujourd'hui, on a un positionnement qui est très intéressant parce que justement, on n'a pas d'option. Tout est intégré dans notre offre. On a plein de services et de fonctionnalités réseau, je vais vous en reparler après. L'idée, c'est de simplifier au maximum l'architecture, donc avoir une évolution qui soit illimitée. Globalement, qu'on commence avec 10, 100, 15 ou 10, 100, 1000 ou 10 000 bornes, pour nous, ça sera pareil. Une fois que l'architecture centrale est mise en place, vous évoluez comme vous voulez. Il n'y a pas de limitation. Ensuite, on fait de la mobilité. Alors, la mobilité, qu'est-ce que ça veut dire? La mobilité, c'est le roaming, l'itinérance. L'itinérance, je passe d'un point d'accès A à un point d'accès B et je ne suis pas coupé, bien entendu, s'il n'y a pas de zone morte entre les deux. On est bien d'accord. C'est comme vos téléphones portables dans la rue, ils passent d'une antenne à une autre, vous ne vous en rendez même pas compte. C'est exactement pareil aujourd'hui dans le monde du Wi-Fi, sauf qu'on va le faire chez nous à deux niveaux. Le niveau 2, dans les couches OSI, niveau 2 c'est simple, hein, tout le monde sait le faire, ou presque, dans les solutions d'entreprise. Par contre, aujourd'hui, on va faire la même chose au niveau 3. Le niveau 3, ça vous permet en fait de passer d'un sous-réseau à un autre, d'un bâtiment à un autre, qui ne sont pas sur le même plan d'adressage, facilement. C'est les bornes chez nous qui vont monter des tunnels GRE d'une borne à une autre. Si vous êtes dans un modèle contrôleur, il faut que le tunnel soit monté par le contrôleur. Si le contrôleur est absent, bah, vous ne pouvez pas faire de roaming de niveau 3. Etc., etc. On a capacité, bien entendu, à mettre autant de clients qu'on le veut en étant raisonnable sur une borne. On met à peu près, là vous êtes une centaine, je pourrais mettre juste 2 bornes à peu près dans la salle pour vous supporter. Bien entendu, à condition qu'il n'y ait qu'un seul device par utilisateur. Si vous avez 2 devices, il en faudra un peu plus. Bien entendu, on met en gros 40, 45, 50 utilisateurs. Si vous n'êtes pas trop gourmand en bande passante chacun. C'est-à-dire que ceux qui regardent YouTube ou qui font autre chose pendant que je parle, forcément, ils vont prendre la bande passante de ceux qui écoutent, qui vont éventuellement consulter le site d'AirWire. Voilà. L'idée, c'est vraiment de dire, ça va dépendre beaucoup de ce que vont faire les personnes sur le Wi-Fi. Néanmoins, pour optimiser aujourd'hui le Wi-Fi, on a un module chez nous qui s'appelle le Airtime Scheduling. Le Airtime Scheduling, alors c'est un nom un peu barbare, mais en fait l'idée c'est de niveler, c'est de permettre d'éviter le nivellement par le bas. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le nivellement par le bas dans le Wi-Fi? En fait, un client lent, ça peut être un client B ou un client G, ou N qui s'éloigne d'une borne par exemple. Forcément son débit il est moindre par rapport à un client N ou AC. Et la problématique qu'il va faire, c'est que tout le monde va devoir se mettre à sa vitesse à lui pour pouvoir fonctionner. Donc tant que lui n'a pas fini d'émettre ou de recevoir sa trame, bah, les autres attendent. Le Wi-Fi, c'est un support mono-canal. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui parle, les autres ne peuvent pas parler avec la borne. C'est bon. Si j'en perds, vous me le dites. Hein. C'est du CSMAC. Ouais, si vous voulez. Tout ça, bien entendu, ça nous permet, en fait, le Airtime Scheduling va nous permettre en fait, de ne pas garantir une bande passante en termes de volume, mais plutôt en termes de temps. C'est-à-dire qu'on va donner un temps maximum à chaque utilisateur. Donc si on dit c'est 10 millisecondes, au bout de 10 millisecondes, il est jeté, il passe au suivant, etc. etc.
Le but, c'est de simplifier votre réseau, enfin votre réseau ou celui de votre entreprise. Le réseau aujourd'hui, il est basé sur 4 critères principaux. Le premier, c'est qui est mon utilisateur et quel est son rôle dans l'entreprise. Donc ça, c'est par rapport à des critères qui sont dans les annuaires d'entreprise, bien entendu. En fonction de ça, je vais attribuer des rôles et des règles de sécurité et d'accès au réseau à mes utilisateurs. Ensuite, on va être capable même d'aller jusqu'à granulariser les accès par rapport au type de terminal qu'il va utiliser. On est dans une mouvance aujourd'hui de BIOD, Bring Your Own Device. Chacun vient avec son terminal personnel dans l'entreprise. Donc la problématique de tout ça, c'est de gérer ces terminaux et comment je les gère par rapport à un utilisateur qui est d'entreprise et d'un utilisateur qui n'est pas d'entreprise. Forcément, un utilisateur d'entreprise, on va lui donner un peu plus d'accès qu'un utilisateur qui n'est pas de l'entreprise. Et ensuite, aujourd'hui, avec notre solution, on est même capable de faire de la visibilité et du contrôle applicatif. Donc on va être capable d'aller jusqu'à la couche 7 pour donner des règles et des droits d'accès à nos utilisateurs. Donc on est capable de savoir que vous faites du Facebook, on est capable de savoir que vous faites du Google Apps, on est capable de voir que vous faites du YouTube, on est capable de filtrer YouTube, on est même capable de, si vous encapsulez du YouTube dans du Gmail, on est capable de le voir. Donc on va vraiment très très loin dans la granularité d'accès aux applications. On a à peu près 1200 signatures applicatives qui sont embarquées dans les bornes. Même si on fait le HTTPS sur Facebook, ça on est capable de le voir. Tout ce que vous faites, on le voit. Même du peer-to-peer. Exactement, on est même capable de bloquer le peer-to-peer. Même des applications que l'on ne connaît pas, on est capable de les bloquer, tout simplement avec des critères liés à de la source destination, à des adresses IP et autres. On est capable vraiment d'aller très très loin. En fait, on embarque tout simplement un firewall dans nos bornes. Donc sur le Wi-Fi, on est capable de bloquer directement les applications dès l'entrée sur le réseau. Il y a tout dedans. Et après on filtre. Ensuite, on est capable de faire ça par site. Si une société est multi-site, on est capable de donner le droit d'accès à nos utilisateurs en fonction du device et des applications qu'ils acceptent, en fonction des sites sur lesquels ils sont. Alors, généralement, c'est à peu près les 3 critères qu'on va retrouver dans l'entreprise, les 3 SSID d'accès. Il y en a un qui est bien entendu corporate, sur lequel on va faire l'authentification Radius en 802.1x. Donc ça, c'est bien, mais on le fait que sur une partie de l'entreprise sur lesquelles on peut installer des supplicantes. Bien entendu, souvent c'est une galère à gérer, parce que le 802.1x étant un standard, mais un standard qui n'est pas maîtrisé par tout le monde. La problématique, c'est comment je déploie dans mon entreprise. Donc l'idée, c'est que nous, on est capable de le faire en portant les VLAN des utilisateurs jusque dans les bornes. Et derrière ça, on est capable aussi de donner des règles d'accès, de firewalling, comme j'ai dit tout à l'heure, directement sur les utilisateurs. Un utilisateur qui n'a pas un poste d'entreprise, qui n'a pas son supplicante, il ne peut pas se connecter. S'il a son supplicante, c'est qu'on fait le lien vers l'AD, automatiquement il est connecté. De la même façon, on va créer aussi des politiques pour tout ce qui est Bring Your Own Device. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va quand même donner un accès à des utilisateurs qui sont d'entreprise, mais avec leurs accès personnels. Typiquement, moi je viens avec mon smartphone, j'ai quand même envie d'utiliser sur mon entreprise, et non pas en 3G ou en 4G, mais en Wi-Fi, pour que ça soit un peu plus confortable. Bah, à partir de là, on va me donner ce qu'on appelle une Private Pre-Shared Key. Grosso modo, cherchez pas, il n'y a que nous qui savons le faire. La Private Pre-Shared Key, c'est quoi? C'est tout simplement que vous êtes 100 personnes dans la salle, je donne une PSK, WPA, WPA2, une clé web aussi si vous le voulez, mais ça c'est trop simple, à chacun, et si vous l'intervertissez entre vous deux, entre 2 personnes, ça sera bloqué. Vous ne pourrez pas vous connecter. Si on te l'associe à toi, tu ne peux pas donner à ton voisin, etc., etc. Comment vous gérez ça? On gère ça par rapport à l'annuaire ou à la Mac de l'utilisateur. Bien entendu, si on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre des règles de NAC en place. Donc s'il y a du spoofing de MAC adresse, on est capable de le voir. Sinon, ça serait trop simple. On peut limiter aussi le nombre d'accès par utilisateur, le nombre de devices par utilisateur. Si on dit qu'une private pre-shared key, on peut tout simplement lui dire c'est 2 devices maximum pour cet utilisateur-là. Les 2 premiers qui seront associés. Si jamais il va associer un 3e, il faut qu'il libère une des 2 premières. Donc ça, bien entendu, c'est géré par l'équipe IT, ce ne sera pas géré par l'utilisateur lui-même. Et après, on rentre dans du guest. Le guest, c'est de l'invité. C'est une personne extérieure de l'entreprise qui souhaite un accès temporaire. Typiquement, quand vous allez dans des hôtels, vous pouvez tout à fait demander ce genre de choses. Dans l'entreprise, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, parce que typiquement, des gens comme nous qui allons dans les entreprises tous les jours, on a besoin de se connecter pour faire une présentation. Ou accéder à un site web, ou ce genre de choses. Donc pour le coup, on demande un accès. Ces accès sont bien entendu filtrés. Ces accès sont contrôlés et les entreprises ont l'obligation de conserver les logs pendant 1 an. Donc pendant 1 an, on est capable de savoir ce que vous faites, ou ce que vous avez fait dans les entreprises. Bien entendu, ce n'est que pour les visiteurs. Pour les personnes internes, il y a d'autres systèmes pour savoir ce que vous faites. Est-ce que vous connaissez la législation en France par rapport à ça? Non? Alors en France, il y a 4 critères à conserver. La MAC adresse qui s'est connectée, l'IP qui lui a été fournie,
l'heure d'association et l'heure de désassociation, c'est-à-dire l'heure à laquelle je me suis connecté et l'heure à laquelle je me suis déconnecté du réseau. C'est ces 4 informations-là qui seront conservées par l'entreprise pendant un an. Au bout d'un an, elle a l'obligation de supprimer ou d'anonymiser les logs. Bien entendu, on peut tout à fait aussi savoir qui vous êtes, on peut savoir ce que vous avez fait, mais ça, c'est d'autres outils qui vont nous permettre de le faire, type les firewalls, tout ce qui est SIEM, etc. Donc là, les outils de consolidation de logs, derrière, on est capable de tout consolider et de savoir que Rodolphe est allé surfer sur Facebook de telle heure à telle heure. Très bien. On va aussi vous permettre de simplifier les déploiements. On est capable de faire de ce qu'on appelle de l'auto-provisioning, c'est-à-dire que je prends une borne sur l'étagère qui n'est pas configurée, je l'envoie dans mon magasin, où mon vendeur ou ma vendeuse va la connecter au réseau, et à partir de là, d'elle-même, elle va reconnaître où est son outil d'administration, et son outil d'administration va lui descendre sa configuration. Toute cette étape-là dure moins de 10 minutes, et l'idée c'est qu'on soit en déploiement ou en remplacement de matériel qui est tombé, on puisse interagir rapidement. Pour vous donner l'ordre d'idée, Decathlon a déployé plus de 2000 points d'accès en un mois. Pendant l'été. Alors, ensuite, on a bien entendu une console d'administration, vous l'avez bien compris, qui est dans le cloud privé ou public, qui est en HTML5, donc visible de n'importe quel support, qui vous permet de faire de la topologie, de la géolocalisation, on est capable de géolocaliser les utilisateurs à un point précis. Si on fait de la triangulation, c'est comme pour les GPS, on fonctionne de la même façon. Ensuite, on est capable bien entendu de savoir ce qui se passe par des indices de couleur, bleu, vert, jaune, rouge, comme les feux rouges. On est capable de savoir qui est bloqué, qui fonctionne bien, etc., etc. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est qu'on fait de l'analyse de spectre. Globalement, dans toutes les bornes, on a un analyseur de spectre qui nous permet d'analyser tous les spectres radio qu'on voit autour de nous. Est-ce que vous savez ce qui vient perturber le Wi-Fi aujourd'hui ? Hormis un autre Wi-Fi. Micro-ondes. Non, c'est pas une perturbation spectrale, le mur béton. Les oreillettes Bluetooth, le DECT, les urnes électroniques. Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui viennent perturber le Wi-Fi. Vous mettez un micro-ondes, une table d'induction à côté d'une borne Wi-Fi, la borne Wi-Fi n'émet plus. Ou du moins, elle se comporte assez difficilement. Il faut savoir qu'une table d'induction, en fait, c'est un micro-ondes à ciel ouvert. Donc, messieurs, si vous voulez faire des enfants, vous mettez à côté. Alors, on a une gamme de bornes, bien entendu, qui est assez étendue, qui va permettre de faire du 802.11n ou du 802.11ac. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec plus ou moins de nombre d'antennes dedans, de 2 par 2, de 3 par 3, etc. Alors, est-ce que vous savez combien il y a d'antennes quand je fais du 2 par 2 ? 4. Et quand je fais du 3 par 3 ? Eh ben non, c'est pas 9, c'est 6. Parce qu'en fait, c'est 3 antennes émettrices et 3 antennes réceptrices. Donc 2 antennes émettrices, 2 antennes réceptrices. Globalement, avec l'AC, dans les prochaines années, on va arriver sur du 8 par 8. Et on va atteindre des débits qui seront de l'ordre de 7 gigabits en Wi-Fi. Donc on sera aussi rapide, voire plus rapide que du filaire. Non. Il faut savoir qu'en France, je voudrais pas vous faire peur, mais votre téléphone portable, il émet juste 10 fois plus qu'une borne Wi-Fi à minima. Votre téléphone portable, ça fonctionne à 1 watt en veille. Quand vous dialoguez, ça peut monter jusqu'à 10 watts. Vous le portez au niveau de l'oreille, comme nous d'ailleurs, je suis le premier à l'utiliser. Néanmoins, une borne Wi-Fi, il y a une législation, bien entendu, c'est 100 mW maximum dans la bande des 2 Go 4 et c'est 200 mW dans la bande des 5 Go. Donc globalement, c'est entre 10 et 5 fois moins puissant qu'un téléphone portable que vous avez à l'oreille. Bien entendu, la borne Wi-Fi, elle est en hauteur, elle n'est pas jamais collée à votre oreille. C'est très mauvais de dormir avec son téléphone à côté du soir. Il faut le mettre en veille. Enfin, quand je dis en veille, c'est couper tout ce qui est émission qui arrive en mode avion, par exemple, ou même d'éteindre complètement. Et une borne Wi-Fi, vous pouvez la coller à côté de vous, il y a peu de risques. Alors, je ne veux pas créer une psychose. C'est trop tard. C'est trop tard. Bon. Alors, c'est trop tard. Donc, on a des bornes qui sont destinées au monde de la bureautique, des bornes qui sont destinées au monde industriel et des bornes qui sont destinées au monde outdoor. Donc, globalement, je pourrais mettre une borne dans le patio, là, vous auriez Internet, enfin, vous auriez un accès au Wi-Fi facilement et sans même forcément avoir accès à celle-ci. Donc, on est vraiment capable aujourd'hui d'adresser tous les besoins. Ça, je vais passer. On fait du switch de distribution, ce qui nous permet en fait d'avoir une administration unique pour le filaire et le sans fil. L'avantage que ça a, c'est que je suis capable de pousser mes règles de sécurité sur le switch et sur le sans fil en même temps.
Bien entendu, on est complètement agnostique des infrastructures existantes sur la partie Wi-Fi. Hein. Si le client a du Cisco, de l'Alcatel, de l'HP ou quoi que ce soit, on s'adapte bien entendu. Sinon, ça serait un marché trop restreint. Ensuite, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le IM Manager, l'outil d'administration, il a deux possibilités de déploiement. Le premier, c'est le mode online, donc hébergé, comme on est dans le thème du cloud aujourd'hui, c'est hébergé directement chez Airwire, dans des data centers qui sont situés en Europe, pour les clients européens, et notamment français. C'est du cloud d'Amazon, donc hautement disponible à 100% du temps. Il n'y a jamais de coupure. C'est des SLA qui fournissent. Ensuite, cette plateforme online, c'est un abonnement en fait annuel par borne, qui va de 50 à 150 € à peu près en fonction du modèle de borne pour une année d'administration. Ça comprend bien entendu le support et la maintenance, sachant que nos bornes sont garanties à vie. Au niveau du support, c'est juste la prise en main d'incidents et après tout ce qui est mise à jour mineure et majeure en soft et hard. Ensuite, on a un modèle qui s'appelle Virtual Appliance qui va se déployer sur du VMware ou sur de l'Hyper-V de Microsoft, pas sur du Citrix Zen Server, ça fonctionne moins bien. Cette plateforme virtuelle, elle a un coût unique, quel que soit le nombre de bornes. Vous la déployez dans le data center et après vous pouvez gérer jusqu'à 15 000 points d'accès. Si jamais vous avez plus de 15 000 points d'accès à gérer avec, on en déploie une deuxième à côté, il n'y a pas de souci. Ensuite, on fait aussi la gestion d'invités en mode cloud. La gestion d'invités en mode cloud, c'est tout simplement la possibilité de vous offrir un accès, enfin du moins de création de tickets, comme j'ai cité tout à l'heure, pour un temps donné chez le client. Donc à partir de là, tout ça se fait en mode cloud et on a même capacité à faire du social login avec vos comptes Facebook ou Twitter, on est capable de vous identifier. Vous pouvez vous authentifier sur l'infrastructure client. Vous pouvez aussi le faire bien entendu avec la gentille personne qui est à l'accueil qui va vous délivrer un ticket valable un certain temps et qui peut même vous l'envoyer sur votre téléphone portable par SMS ou simplement avec un petit email ou une impression. Donc l'avantage que ça a, c'est qu'il n'y a rien à déployer chez le client, tout se fait dans le cloud et derrière après vous pouvez grossir autant que vous voulez, donc c'est du pay as you go. Donc en résumé sur Airwire, comme j'ai pas cité toutes les fonctionnalités, mais grosso modo tout ce que vous connaissez du réseau aujourd'hui, on est capable de le faire directement sur le Wi-Fi. On a une plateforme qui est performante, qui est hautement disponible, qui embarque toutes les fonctionnalités que vous pouvez connaître aujourd'hui du monde réseau, avec avec des accès granulaires pour les utilisateurs et un contrôle bien entendu sécurisé. On est capable d'aller assez loin dans ce qu'on peut vraiment sécuriser au maximum. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, allez-y. Par rapport à Meraki, c'est quoi la différence? La grosse différence, c'est que Meraki a un contrôleur dans le cloud. Si jamais tu perds le lien vers celui-ci, tu perds tes bornes. Même s'ils te disent le contraire, en fait, tu perds une grosse partie de leur fonctionnalité, notamment l'authentification des utilisateurs et autres. Ensuite, si jamais tu arrêtes le service Meraki, tu ne peux plus utiliser tes bornes. Chez nous, si tu arrêtes le service, c'est-à-dire si tu ne payes plus l'abonnement mensuel, tu continueras à utiliser tes bornes, tu ne pourras juste plus les administrer ou les configurer, et elles continueront à délivrer le service. C'est-à-dire que vos bornes sont indépendantes du gestionnaire? Tout à fait. Toute la configuration est descendue dans la borne. Il n'y a plus rien après derrière dans le manager. Le manager ne sert que à faire de l'administration du monitoring du reporting. Il y a un autre point important en termes de sécurité. L'ensemble de nos bornes embarque une puce TPM, c'est-à-dire une puce de chiffrement. Donc, toutes les données sont chiffrées en AES 256 dans les bornes, contrairement à Meraki où eux c'est en clair. Donc globalement, on vole une borne, c'est très difficile pour que quelqu'un vienne récupérer les informations. Meraki, il suffit juste de se connecter dessus et on a toutes les infos. La configuration est déployée en combien de temps, c'est-à-dire sur les bornes, c'est instantané. Dès qu'on appuie sur le bouton, c'est fait instantanément. Pour donner l'ordre d'idée, l'Institut Montsouris a fait 350 bornes en une journée. Hors câblage, hein, bien sûr. D'autres questions? Vous administrez toute l'architecture depuis combien de temps? C'est souvent les Airwire n'a pas la possibilité de mettre un switching en quotidien en Wi-Fi sur telle infrastructure. Alors, si en fait, il y a encore, je vais donner un autre exemple, c'est qu'on a un client qui est Decathlon, ils ont déployé Worldwide. C'est pas uniquement la France, ils ont fait la Chine, ils ont fait d'autres pays, on a d'autres clients comme Kiavi, c'est toute l'Europe, donc il n'y a pas... non. Attention à ce qui est dit sur Airwire, il y a beaucoup de faux. Et non mais parce que nos concurrents qui sont à Meraki et Aruba
ont tendance à dire qu'ils font la même chose que nous. Il n'y a personne qui fait la même chose que nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Levez la main. C'est sur la clé là, donc oui, je peux. Ça, faut voir ça. Monsieur, c'est lui qui va. On doit discuter de tout ça après, justement. On pourra savoir si vous êtes devenu en cours ou pas, attention. Non, en fait, non. Merci. Merci à vous pour Bien, on va faire un petit break de 15 minutes, le temps que...